Avec elle, la vie politique est absolument passionnante et depuis si longtemps, elle nous fait partager cette passion. C'est Michel Cotta. Michel est là pour Les Derniers Grands. C'est un livre absolument incroyable. C'est un régal, ce bouquin chez Plomb, parce que ce sont des souvenirs, et on va en parler, Michel, qui nous racontent une autre époque. Mais c'est vrai, quand on lit le titre, c'est Les Derniers Grands. On voit sur la photo, évidemment, on voit Mitterrand et Chirac. Ça veut dire, Michel, aujourd'hui, Macron, Barnier, c'est plus des grands ? Non, je ne veux pas être ça mise en cause sur ça. C'est vrai que ces deux présidents-là, en tout cas, l'un venant de la gauche, l'autre venant de la droite, c'était les derniers présidents qui suscitaient une sorte de ferveur ou une sorte de haine, souvent. C'est le cas aussi aujourd'hui. On voyait à l'instant sur la photo Barnier et Macron. Eux, ils suscitent aussi de la haine, peut-être moins de la ferveur parfois. Oui, c'est ça. Donc, c'est les deux qui, quand même, ont eu derrière eux des partis qui se battaient pour eux, je veux dire, au fond, le langage politique, le verbe politique des gens qui dirigeaient, des deux là, était cru. Je prends un exemple. Aujourd'hui, quand on dit, quand le président de la République dit sur le Mercosur, je ne signerai pas en l'état, je ne le signerai pas. Mais au fond, les agriculteurs ne le croient pas, ne le suivent pas. La preuve, c'est qu'ils font beaucoup de manifestations contre ça. Je veux dire que la parole politique existait. Oui. Et aujourd'hui, je pense que la parole politique n'existe plus. C'est-à-dire que les gens Macron ne l'incarne pas, le président Macron aujourd'hui n'a pas réussi à l'incarner, cette parole. Non, enfin, d'une certaine façon, en tout cas, que ce soit lui, que ce soit les dirigeants de l'opposition, la parole politique ne porte pas. Elle a elle s'adresse simplement à des militants qui sont importants dans le cas du Rassemblement national ou dans le cas de la France insoumise, qui sont moins nombreux, évidemment, dans les partis traditionnels. Mais enfin, c'est par exemple significatif que Emmanuel Macron n'ait pas réussi à créer son parti, à créer un parti autour de lui. C'est que, manifestement, où ça ne l'intéressait pas, où ça n'intéressait pas les gens. C'est-à-dire qu'on a l'impression maintenant que les partis politiques sont uniquement réservés aux extrêmes. Et ça n'était pas le cas. François Mitterrand s'était débrouillé pour réunir la gauche, mais autour d'une gauche plus ou moins social-démocrate, malgré le programme commun, etc., et malgré la présence des communistes. Il y avait un fort noyau de gauche au centre. Jamais Jean-Luc Mélenchon ne réunira toute la gauche autour d'une position extrême. Oui, et du côté de la droite, Chirac avait effectivement cette aura que n'ont pas aujourd'hui les leaders de droite. Non, que non plus les leaders de droite. On voit bien comment c'est plus difficile, un Parlement qui est déchaîné tout le temps, qui se comporte d'une manière quand même excessivement agitée. Je trouve que c'est une image. Ce que je voulais dire, au fond, les Derniers Grands, c'est que l'image qu'il donnait n'était pas celle que donne aujourd'hui le monde politique. Oui, c'est la politique, au fond, qui en pâtit. C'est, au fond, l'action politique qui en pâtit. Une forme d'impuissance qui apparaît aujourd'hui et qui donc profite peut-être aux extrêmes. Voilà, je pense que c'est... c'est la conclusion qu'il faut en tirer. Les extrêmes, le centre, après tout, le regroupement central, au fond, beaucoup de gens l'ont voulu et le veulent. Mais au bout du compte, on voit bien que ça a suscité plutôt l'éclosion de passions extrêmes et à gauche et à droite. Oui, le livre, il est là, hein, Michel Cotta, Les Derniers Grands. Alors, c'est une aventure. C'est aussi votre regard sur cette politique-là, sur ces années Mitterrand, Chirac, etc. Puis aussi votre propre parcours. Hein, c'est vrai, ça commence au Panthéon, hein, en 1981. Vous allez diriger Radio France, très peu de temps. Et puis là, vous avez des relations, vous voyez des choses de très près. Mitterrand vous consulte. Sur l'audiovisuel,
l'audiovisuel, effectivement, il m'a consulté avant, comme il consultait Georges Fillou, Jérôme Clément, qui était à ce moment-là la personne dans le cabinet de Monroy qui s'occupait de la réforme de l'audiovisuel. Il faut dire que c'était un monde aussi différent. François Mitterrand avait été 23 ans dans l'opposition, et 23 ans, il avait eu très très peu la parole. Et je me rappelle avoir fait pour Sciences Po une étude, quand j'étais une étude sur les temps de parole consacrés en 1958, plus tard en 1962, à l'opposition et à la majorité. Et on s'apercevait que, effectivement, le Parti socialiste était réduit à sa plus simple expression. Donc, il vient d'une période où Alain Peyrefitte donnait le contenu des journaux au rédacteur en chef, quand même, des journaux télévisés, où la communication était vraiment bouclée pour l'opposition. Donc, il a l'impression, à ce moment-là, tout le monde l'avait, que si on laisse à la gauche la place qu'elle doit avoir dans la télévision, eh ben, elle en profitera dans la politique. Il y a cette accusation à un moment donné de chasse aux sorcières qui est faite en disant la gauche veut écarter un certain nombre qui est assez fausse, parce que je vois dans les présidents de chaîne, effectivement, beaucoup de gens ont changé, mais ça c'est normal quand on arrive dans une équipe, quand on arrive président d'une équipe comme des groupes, il avait déjà ses 4 ou 5 directeurs généraux derrière lui, et le contraire aurait été étonnant. Mais chasse aux sorcières, ça veut dire qu'effectivement, par exemple, moi je sais que j'ai été pratiquement contrainte d'éloigner Michel Droit, qui depuis des années faisait un éditorial le samedi matin sur Radio France. C'était l'intervieweur du général. L'intervieweur du général, et il ne parlait que du général, et sans nuance, vous voyez. Des gens vous l'a reproché à ce moment-là. Certains vous le reprochent. Non, franchement, c'est pas tellement Michel Droit. C'est l'entrée de gens de gauche à Radio France. Or, moi, je pensais quand même que la période de l'alternance valait qu'on ouvre la porte des télévisions et des radios. Oui. Alors, Jacqueline Baudrier, pour Radio France, avait déjà commencé à le faire. Les autres, non. Et donc, nous avons pensé, avec des groupes, que oui, il fallait quand même élargir le champ. Ouais, Voilà. Mitterrand, vous le rencontrez souvent. Je voulais dire seulement à propos de chasse aux sorcières, lorsque... El Kabbach, qui va être, entre guillemets, viré, qui va répéter toute sa vie qu'il aura été viré à ce moment-là, un jour, il va vous le reprocher. Non, c'est ça, mais il me reproche au moment où il est redevenu très ami avec Mitterrand, et au moment où il refait des interviews avec lui. Il a fait d'ailleurs toute une série d'interviews avec lui à ce moment-là. Et ben pourtant, c'est vrai qu'il y avait eu un clivage terrible entre ce moment de 1981 où, je sais pas, la foule avait crié, je crois, El Kabbach, je sais pas, El Kabbach à la retraite, j'ai oublié. Le monde a changé depuis. Vous savez, il y avait trois télévisions publiques à l'époque. Maintenant, il y en a 200. Comment voulez-vous surveiller les 200 ou réguler les 200 comme vous réguliez les 3 du service public? Non, c'est vrai que le monde a changé, et c'était un monde où on croyait que la télévision faisait l'élection. Oui. Et ça, c'est une faute majeure. Parce qu'on s'aperçoit que les gens qui regardent la télévision votent comme ils veulent. C'est pas parce qu'ils voient tel ou tel programme, engagé ou pas engagé, qu'ils votent pas pour leurs convictions. Alors, vous disiez, El Kabbach, quelques années après, il va se rapprocher, après avoir été viré en 80, se rapprocher de François Mitterrand. Mais vous, au tout début, vous êtes, on va le dire, proche de François Mitterrand. Avant, on va en parler après, peut-être d'une période où il va vous mettre au purgatoire. Mais dans ce premier temps, un jour, il vous reçoit à l'Élysée. Et il vous confie quelque chose, et vous le racontez dans ce livre, d'extrêmement émouvant. Il vous parle de la maladie d'un chef d'État étranger. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit, Michel? Alors, j'étais déjà à la haute autorité, mais c'était en septembre, donc 3 mois après le 82, l'anniversaire de 81, et il me dit, vous savez, Kreski, c'était le chancelier autrichien, est malade. Puis il s'arrête et il me dit, moi aussi.
j'ai cru, je sais pas, qu'il avait une grippe. Et il me raconte qu'il a eu très très mal au dos, qu'il a très mal au dos, qu'il souffre le martyre, et et que voilà, et que quand même ça. Et il me dit il a cette phrase, il me dit, je n'ai jamais été malade toute ma vie. Et maintenant, alors que je suis président, je le suis. C'est malin. Et là, je me suis dit, pour qu'ils disent, c'est malin d'être, ça doit être plus grave qu'on ne croit. Puis après, tout de suite après, en septembre, on m'a confirmé que c'était effectivement grave. Et puis, Oui. rémission. Mais lorsqu'il vous dit ça, vous racontez dans ce livre, qui est très personnel et très touchant, vous dites que vous avez les larmes aux yeux. Vous partez ensuite. Oui, Ouais. c'est terrible parce que, vous savez, l'histoire de Pompidou est aussi une espèce de drame de l'Élysée, en quelque sorte. Je me rappelle que ça m'avait aussi beaucoup touché. Cet homme au pouvoir, à peine au pouvoir, qui est malade. Bon. Et lui, je me dis, s'être tellement battu pendant 30 ans dans la vie politique, 23 ans d'opposition, tout ça pour arriver au pouvoir et pour être immédiatement touché par une maladie grave. Puis je finis par me dire, comme je vois qu'après tout il ne bouge pas, que peut-être c'est pas si grave. C'était un lumbago, hein. Et c'est si vrai que on m'appelle à ce moment-là pour nous demander, avec Pierre Desgroupes, de faire une interview, la première Oui. interview Et c'est de vous. François Alors, Mitterrand. Desgroupes ne veut pas poser la question sur la santé du président. Il vous renvoie, comme on dit, Oui. le mistigris, en vous disant bah, tiens, tu vas t'en charger. C'était délicat. Et alors là, vous avez cette formule formidable en début d'interview. Oui, je dis comment allez-vous après Comment tout. allez-vous? Comment Voilà. Et là, il explique qu'effectivement, il a été malade, mais que maintenant, c'est passé et que, bon, il a été soigné et qu'il est guéri. Et on ne saura qu'en 92, c'est-à-dire des années plus tard, que il n'était pas, que c'était une rémission et que Oui. il avait un cancer. Oui, alors lorsque il vous confie, vous en avez parlé, la haute autorité de l'audiovisuel, il veut que l'audiovisuel soit indépendant. Il vous dit, cher Michel, c'est vous, hein, je vais vous laisser votre liberté. Mais enfin, on voit très vite, et vous le racontez, dès que vous voulez nommer un directeur de la musique, l'orchestre de Radio France, il vous dit, c'est pas celui-là qu'il aurait fallu choisir. Et puis lorsque vous voulez conserver Pierre Desgroupes, vous sentez bien que jusqu'au bout, il veut le virer. Alors, C'était le patron d'Antenne 2. Oui, vous voyez toute la problématique de l'indépendance des médias et de la création de la haute autorité qui a été maintenue après, qui est devenue la CNCL et puis après le CSA et maintenant l'ARCOM. Bon, le problème, c'est qu'à l'époque, encore une fois, il y avait très peu de télévision. Donc, on pensait que vous savez, claquer dans les doigts pour dire « vous me passez tel reportage à tel moment ». Bon, mais la télévision avait déjà changé. C'est-à-dire qu'elle était Mais il n'avait pas rapide. compris ça. Vous dites Mitterrand était resté dans la télé des années 50. Oui, oui, c'est ça. Il faut dire, il était resté dans une télé qu'il avait beaucoup, beaucoup agressée. Il faut dire qu'il avait fait 3 ou 4 émissions, importantes d'ailleurs, mais juste avant de 80 à 81. Mais lorsqu'il s'était présenté en 65, il n'avait jamais fait de télévision de sa vie, alors que c'était un homme politique depuis longtemps. Bon, donc il a été effectivement écarté de la télévision. Donc au fond, il avait l'impression qu'il avait tellement lutté parce qu'il avait été écarté de la télévision. Mais qu'alors maintenant, il fallait pas laisser la télévision ouverte à tous les Mais vous vents. lui résistez, Michel Mais Cotta. oui, Vous n'en faites qu'à votre tête. Et Non, alors, mais du coup, il ne vous parle plus. C'est idiot parce que, bien sûr, j'ai réfléchi maintenant. Quand on a 40 ans et qu'on est nommé à un poste où on vous dit surtout, vous régulez l'audiovisuel public, surtout, je ne veux pas être intéressé là-dedans, surtout, vous êtes indépendant, bah, vous y croyez. Et vous vous dites, voilà, je suis là pour ça. Et effectivement, j'ai cru que je pouvais être indépendante. Je l'ai payé très cher d'ailleurs. Mais enfin, bon, voilà, je l'ai été. Alors, de temps en temps, je me demande, mais maintenant, évidemment, maintenant que j'ai vieilli, je me dis, oh, est-ce que j'aurais dû me battre pour ça? Eh bien oui, je devais me battre pour ça. Alors, vous racontez une anecdote. À un moment donné, le président de l'Assemblée nationale nomme un des conseillers de la haute autorité et vous l'entendez dire à un autre... Non, je ne l'entends pas, mais on me rappelle. Ouais, on vous le rappelle, un autre qui dit, en parlant de vous, avec qui elle a couché. Voilà. Ça, on vous le rapporte. J'ai un grand souvenir de ça, puisque c'était... on était très amis, en réalité. Au bout de 3 ans à la haute autorité, on était très, très soudés les uns avec les autres. Et notamment, j'avais une vraie amitié pour Daniel Carlin, qui était communiste, un peu
un peu extérieur, mais enfin qui avait été un grand communiste et qui le devenait de moins en moins, mais qui était vraiment mon ami, est venu me dire, tu te rends compte? Il m'a demandé ça. Et j'ai dit, mais c'est pas possible. Enfin, il t'a demandé ça à toi, mais pourquoi à toi? Et il m'a dit, bah, je sais pas. J'ai dit, tu sais, t'aurais dû répondre, eh ben, c'est avec moi. Et ben, Ouais. t'aurais vu sa tête. Mais quand même, Michel, ça, c'est quand même un truc. Lorsqu'une femme a du pouvoir, Ouais. à l'époque, c'était C'est la tellement politique, c'était ridicule. les hommes, et on vous envoyait ça à la figure. Vous l'avez entendu, ça, dans votre vie? Ah bah oui, tout le temps. Oui, oui, mais bon. Vous l'avez entendu dire, si elle est là, c'est qu'elle a couché Non, mais là, elle se avec demandait. Mitterrand, avec Chirac. Non, mais là, il se demandait si. Là, il se demandait si à la haute autorité, c'était vraiment un lipanard, quoi. C'était comme si ça. Oui, mais C'est pour ça que j'ai été choquée, d'ailleurs, parce que franchement, mais vraiment. quand vous entendiez ça, Michel, qu'on disait de Ouais, vous, vous avez forcément dû coucher avec ben voilà, ce Oui, qu'on oui, voit bah, voilà, sur la bah, photo. oui, bah, tout le monde, bah, voilà, oui, tout le monde. Bon, ben voilà, c'est comme ça, je suis une Oui. femme, voilà, ce que je voulais. Tout le monde est habitué. Alors maintenant, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes femmes, là, maintenant, sont très, très sévères avec, effectivement, le comportement des hommes politiques qui, je peux vous dire, maintenant, font très attention. Font très attention. Mais bon, c'est vrai que, d'abord, maintenant, les journalistes approchent moins directement les hommes politiques, parce qu'il y a autour d'eux toute une catégorie de conseillers spéciaux en matière de langage, qui vous donnent les éléments de langage, comme on dit, il y a Donc on des n'a plus attachés de cette presse. proximité, On a plus qu'on peut-être pour avait. éviter... Oui, et puis c'était une époque où l'Assemblée nationale était très importante et tous les grands, c'était une assemblée avec vraiment beaucoup de gens très instruits en politique, très implantés aussi, et très sérieux. Et quand on voyait Edgar Faure, Maurice Faure, Chaban, on savait que c'était quand même des gens qui avaient des choses à vous dire. Quand on voyait Georges Pompidou, quand on avait la chance de le voir, ou quand on voyait en privé, comme nous l'avons fait avec tout un groupe de journalistes, Giscard d'Estaing pendant des années, c'est quand même des gens qui nous racontaient directement des choses. Mais Chaban-Delmas, il vous parle tellement franchement, vous racontez un jour, il vous dit, ah ben attends, t'as bien morflé, ma petite, ils t'ont fait bien des saloperies, hein, et ben tu devrais te barrer en courant. C'est ça qu'il vous dit, Chaban. Il vous parle comme ça. Oui, oui, mais bah, ça, Chaban était quand même assez direct, et peut-être trop direct, et peut-être trop. C'est pour ça qu'au fond, il a échoué, puisqu'après tout, il s'est présenté à la présidentielle et il a été largement battu mais par Valéry Chirac Giscard était d'Estaing. franc aussi, Michel Cotta, parce que quand même, Ah oui, Chirac, quand évidemment il va y avoir la cohabitation en 1986 où la droite gagne les élections législatives, et là la question de la poursuite ou pas de la haute autorité est posée, et là il vous dit dans un premier temps, je vais te la garder ta haute autorité, hein, il vous dit ça, et puis dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'il vous dit? Il me dit, bah écoute, voilà, tu gicles. Ah oui. Et il l'a dit d'une telle façon, je ne peux pas vous dire, ça m'a presque fait rire. Tu gicles. Mais vous savez, il appelait Simone Veil Poussinette, hein, on le sait, donc c'est quand même sa façon de parler. Mais le tu gicles Il avait des expressions comme ça. À un moment, vous en citez une autre, vous dites qu'il aurait pu rajouter, je ne sais plus... je veux pas m'en aller la paille aux fesses. C'était voilà. Je veux pas m'en aller la paille aux fesses. Oui, c'était très important dans sa vie, parce qu'il se disait que justement, il ne voulait pas avoir ce départ. Et d'ailleurs, il ne l'a pas eu. Et là, vous vous retrouvez, Michel, là, vous vous retrouvez dans le trou, vous allez repartir à Europe 1 par la Gardère, vous allez retrouver le personnage dont on parlait tout à l'heure, Jean-Pierre Écrémage, qui n'est pas heureux de vous revoir. Voilà. Ça ne va pas durer longtemps. Et puis ensuite, vous rebondissez, hein, vous allez partir sur TF1. C'est vrai que, bon, d'abord, je ne concevais pas, de faire autre chose que le journalisme. Et puis... je ne voulais pas être au Conseil d'État. Vous savez, comme le sont généralement les gens à qui on a confié une fonction importante, comme celle de l'indépendance de l'information, et qui se retrouvent au Conseil d'État. Moi, au Conseil d'État, je me serais embêté à périr, vraiment. Bon, donc voilà. Donc j'ai recommencé dans le journalisme. Ça a été difficile parce que, d'abord, certains confrères trouvaient que... j'avais été
j'avais été Oui. upgradé, upgradé que mon titre avait été trop fort, et ensuite parce que j'avais perdu beaucoup de contacts, évidemment. Mais bon, voilà, je l'ai retrouvé, et finalement, je me suis aperçu que mon plaisir, c'était d'écrire, et mon plaisir, c'était de regarder ces animaux politiques, tout de même. Oui. Parce que ce qu'ils ont aussi en commun, c'est effectivement la ferveur qu'ils ont suscitée, et cette espèce de moule, de fauve politique. C'est-à-dire capable, au fond, Mitterrand était dans la vie politique 30 ans, 23 ans dans l'opposition, mais il a joué sa carte avant, et Chirac 20 ans. C'est-à-dire, vous voyez, c'était pas des perdreaux de l'année, ni l'un ni l'autre. Mais derrière. mais non, pas de perdreaux de l'année. Mais alors, par exemple, vous citez un exemple. Vous êtes donc à TF1, dirigez la rédaction. Vous êtes sur votre lieu de vacances, puis on vous téléphone. Il faut rentrer en urgence. Vous prenez votre voiture, vous faites 5 heures de route, vous arrivez à Paris, et on vous dit il y a Chirac qui est furieux parce que vous avez publié un sondage. Et donc, voilà. Ouais. Et ça, vous vous dites, mais c'est dingue, l'intervention de Chirac. Oui, et là, l'intervention de Chirac avait été il aurait tout à fait pu m'appeler. Bon, c'était donc un sondage pré-présidentiel où, je le rappelle parce que ça a de l'importance, Raymond Barre avait déclaré sa candidature et Chirac ne l'avait pas encore fait. Donc évidemment, dans les sondages, quand on a interrogé les Français, pour qui les gens de droite disaient pour Raymond Barre. Bon, et lui, après ça, a dit, mais après ça pour une insulte, alors qu'il n'était pas encore présenté, il s'était pas encore présenté, on ne pouvait pas donc le compter dans les sondages. Il a téléphoné chez Bouygues, il a téléphoné Martin Bouygues. Je ne sais pas si c'était Martin ou encore, je pense, Francis Bouygues, son père, le fondateur de la dynastie, si j'ose dire, en disant c'est pas possible, vous pouvez pas faire des sondages comme ça, il faut les interdire. Bon, alors que tous les médias libres font toujours... Oui. Et que d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que un mois plus tard, quand il s'était présenté, il était devant Raymond Barre, et là, il nous demandait de les publier, vous voyez. Là, il n'était pas mécontent. Il n'était pas du tout, il n'était pas mécontent. Ah ouais. Alors bon, ouais. Voilà, c'est la distance qu'on peut avoir, et c'est vrai que j'ai à la fois une assez grande sympathie pour ces gens qui se battent comme ça pendant des années, mais j'ai quand même pas mal de distance. Mais quand même, vous prenez des coups, Michel Cotta, parce qu'alors il y a l'affaire qui va faire que vous allez être viré. C'est l'affaire Botton, qui met en cause Patrick Poivre d'Arvor, qui est le présentateur vedette du journal à l'époque, et dont, au fond, on vous demande dans un premier temps de l'écarter de l'antenne. Pas longtemps. Oui, pas longtemps. Et puis dans un deuxième temps, alors là, c'est effectivement Martin Bouygues qui me dit... Enfin, il faisait tellement l'audimat était tellement bon pour Patrick Poivre d'Arvor. Et je regrette après tout le reste, mais enfin, l'affaire Botton valait quand même une suspension. Et bon, donc vous dites à Patrick Poivre d'Arvor, vous le lui dites en face, je te suspends. Voilà. Et il n'est pas, j'imagine, heureux. Ça se passe pas forcément. Heureux. Et quand j'arrive 3 jours plus tard, c'était un week-end, quand j'arrive 3 jours plus tard, on me dit mais qu'est-ce qui vous a pris Qu'est-ce qui vous a pris de vous séparer C'est les mêmes qui vous l'avaient demandé. Hein. Et bon, voilà, j'ai dit, je prends mes valises et je m'en vais. Je fais mes valises et je m'en vais. Et là, vous dites, oui, prenez vos valises et partez. Non, ils m'ont pas dit ça. Non, au contraire, le lait a été absolument bien avec moi. Il m'a proposé un autre poste, plutôt bien, mais que j'ai refusé. Voilà. Oui, mais ce qui est... Oui, mais je ne veux pas que mon histoire personnelle recouvre complètement l'histoire de ces deux hommes-là, parce que c'est quand même... Elle est extraordinaire, l'histoire de ces deux hommes. Parce qu'alors, après, par exemple, il va y avoir la découverte de la famille cachée de François Mitterrand. Vous savez, vous, depuis le début... Non. Qu'il y a Anne Pinjot, qu'il y a cette maîtresse... On connaissait, les gens savaient, les journalistes savaient qu'il y avait Anne Pinjot dans sa vie et qu'elle y tenait une place primordiale. Bon, ça, on le savait. Mais c'est une journaliste du Point, je me rappelle, qui... mais assez tard, vous voyez, vers 80, 1980, m'a dit, écoute, voilà, il a une fille. Et je dis, ça alors, comment vous le savez? Et en fait, elle l'avait su en voyant quelqu'un qui avait vu des jouets traîner dans la voiture de Mitterrand et qui en avait conclu, à juste titre, qu'il avait un enfant. Oui. Mais enfin, moi j'ai su très tard. Vous dites la fameuse photo, on voit à la Paris Match, là derrière, devant le Divlek, qui est un restaurant sur les Invalides, où l'on découvre pour la première fois sa fille. Vous dites, c'est Mitterrand qui l'a voulu.
Vous dites que Oui. ce n'est pas des photos volées. Non, non, je pense que ça n'est pas des photos volées. D'ailleurs, ça, Mitterrand ne l'a jamais dit. Je pense qu'il voulait, au contraire, et d'ailleurs, il l'a fait dans ses livres. Il s'est laissé interviewer longuement par Pierre Péan, justement, sur toute sa vie. Et il voulait laisser une image qui soit la Oui. bonne. Et en plus, il adorait sa fille. Et, Donc il en était fier. qui vient d'écrire un livre absolument merveilleux, d'ailleurs. Donc, Mais elle pense, pardon, Mazarine Pinchot pense que ce sont les paparazzis qui sont seuls responsables. Elle leur en veut d'ailleurs beaucoup. Oui, moi je crois qu'au contraire, il était content de montrer sa fille à tout le monde, mais je veux bien me tromper, mais je pense qu'il a été quand même content de montrer qu'il avait cette fille et qu'il l'aimait. Oui. Voilà. Quel personnage que Mitterrand. Vous avez des pages incroyables. Vous dites, au fond, on ne le connaît pas. Je ne le connais pas. Ouais. Vous Mais décrivez personne ce ne le personnage capable, quand il mange, de se couvrir d'une serviette, capable de colère froide, capable de beaucoup rigoler avec d'affection, des de rire. paysans. Ouais, Oui, de rigoler rire. avec des paysans dans la montagne, Oui. enfin dans les collines autour de Château-Chinon. Oui, ça j'ai vu ça. Et puis, non, mais c'est un personnage, vous avez raison, dont on n'a pas fait le tour. D'ailleurs, je crois que chacun de ceux qui l'a approché ont un aspect de lui, mais pas tous les aspects. Mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui a su faire de ses contradictions, politiques, intellectuelles, qui a su faire de ses contradictions une arme, et une arme politique pour s'imposer. Et Oui. ça, c'est rare. Généralement, les contradictions vous détruisent. Et bien, lui, ces contradictions ont fait de lui un personnage qui a quand même fasciné beaucoup de gens et qui a duré sur la scène politique, qui avait 2 septennats. Oui, incroyable. Alors, vous décrivez par exemple dans ces contradictions, dans cette subtilité, comment un jour il trompe son service de sécurité pour aller traverser une foule, pour aller saluer Jean-Marie Le Pen et Robert Hersan, patron du Figaro, qui sont en train de prendre un café. Il va les voir, il traverse pour aller les voir. C'était à Bruxelles où il était reçu par l'Assemblée. Et Bruxelles, il y a un grand couloir qui amène à l'hémicycle et une espèce de buvette très chic, je peux vous dire, très chic, buvette sur la droite. Et il a fait effectivement un détour pour saluer courtoisement Robert Hersan, qu'il aimait bien, et Jean-Marie Le Pen qui était avec Robert Hersan, mais sans la moindre... sans la moindre hésitation, il a fait ce détour, ça a duré 30 secondes, mais il l'a fait. Oui, vous le voyez, est touché par le suicide de Pierre Bérégovoy. Vous racontez ces années-là, c'est un moment très marquant. Ce suicide, il n'y a pas de doute sur ce suicide. Non, il n'y a aucun doute sur ce suicide, mais il y a un doute sur la façon dont, effectivement, Bérégovoy a vécu cette période. Bon, il a donc été attaqué assez fortement, mais enfin moins fortement que d'autres, sur un prêt qu'on appelle le prêt que lui avait fait un ami du président. Oui, Un prêt, Roger Patrice Polat. Roger Patrice Polat. Donc il a été attaqué là-dessus. Et il a eu l'impression que si l'élection a été perdue, si l'élection avant la réélection de Mitterrand a été perdue, c'est que c'était de sa faute. C'était de sa faute. Et alors, je crois qu'au début, ça a un peu agacé Mitterrand, qui s'est dit, bon, qu'il ne fasse pas d'histoire. Moi aussi, je suis battu. Alors, bon. Et puis, chez Bérégovoy, ça a pris... qui venait d'un milieu très modeste, dont la montée en politique avait été très lente, et qui voyait dans son rôle de Premier ministre la consécration. Et qui, au contraire, a été attaqué quand il était Premier ministre, et qui en plus a été responsable de la perte de la majorité. C'est vrai que ça l'a complètement démoli. Il attendait un soutien de Mitterrand qu'il n'a pas eu. C'est difficile. Il a eu. Si Mitterrand a été vraiment prévenu, je crois que le rendez-vous avec Bérégovoy, entre Mitterrand et Bérégovoy, avait été fixé un lundi matin. Et il s'est tué le dimanche soir. Après avoir dit à sa femme, à ce soir, et avoir assisté à des courses un 1er mai, des courses de bateaux. Mais c'était en fait très, très préparé. Mais ça, on l'a su par la suite. D'ailleurs, il y a eu un livre sur la mort de Bérégovoy, de Charles Villeneuve, qui a bien démontré qu'il avait quand même tout préparé, y compris demander à son garde du corps de s'en aller à un moment donné, en lui laissant le pistolet. Alors évidemment...
Voilà. Ce qui est frappant dans ce livre, Michel Cotta, c'est aussi l'entourage de Mitterrand, ceux qui font la politique. Par exemple, André Rousselet, c'est lui qui vous annonce la mort de François Mitterrand. C'est lui, son ami de toujours. Je crois qu'il a eu comme ami Georges Dayan, évidemment, mais que les gens ont oublié, qui est mort juste avant. Vous l'avez vu d'ailleurs, élection. Mitterrand pleurer sur la tombe de Georges Dayan. Oui, parce que c'était vraiment ça. Et puis André Rousselet, donc qu'il a choisi comme directeur de cabinet quand il a été élu à l'Élysée en 81, qui est devenu après le patron connu de Canal+. Mais qui était complètement dévoué à Mitterrand depuis très longtemps, et qui à la fois avait tout à fait son indépendance d'esprit et une espèce d'élégance de la politique tout à fait étonnante. Et alors justement, il avait mis à ce moment-là, en 81, il a mis au fond un ami de toujours, qui était André Rousselet comme directeur de cabinet, et puis justement Pierre Bérégovoy comme directeur de cabinet, l'autre étant bon. Enfin bref, il a pris les deux à son côté, l'un au fond venant de rien, et l'autre étant déjà depuis longtemps dans la politique. C'était très intéressant de voir les deux fonctionner. Lorsque vous apprenez cette disparition, vous avez aussi les larmes aux yeux? La disparition de François Mitterrand. On s'y attendait. Je veux dire, c'était déjà largement avancé, mais on savait donc qu'il était parti en Égypte avec justement Rousselet et sa fille, et la mère de sa fille, pour un dernier voyage, en quelque sorte. Mais, et puis à un moment donné, il savait qu'il n'avait aucune chance, par conséquent, il s'est pratiquement laissé mourir. Mais oui, c'est un destin tragique quand même. C'est un destin peut-être moins tragique que celui de Pompidou, mais enfin un destin qui a porté, lui, la maladie à 10 ans, tandis qu'il y avait une rémission pour Mitterrand. Enfin, c'est vraiment la malédiction de l'Élysée quand même, quelque part. On se dit... Être à l'Élysée, c'est vraiment devenu maintenant très, très, très difficile. Et la preuve, c'est que les suivants, Sarkozy n'a pas été élu à cause de la division de la droite. Hollande n'a pas été réélu à cause de la division de la gauche, et à cause naturellement d'Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron a beaucoup de mal, on le voit aujourd'hui. Donc au fond, c'était peut-être pas les derniers grands, mais c'était les derniers moments, je trouve. Les derniers moments vraiment un moment important et respectable de la Ve République. Ce livre est absolument incroyable, Les derniers grands. Il y a tout ça, il y a tellement de choses, c'est absolument fabuleux. Ça n'est pas dans le livre, mais est-ce qu'on peut en parler? Vous avez retrouvé, Michel Cotta, une lettre de François Mitterrand. Attends, oui, je vais faire une confidence que j'aurais dû éviter. Oui, j'ai retrouvé effectivement une lettre de François Mitterrand qui date de fin 94, mais je l'ai retrouvée après avoir fini le livre, où il me disait nous avons eu beaucoup de différends à cause de la haute autorité, justement, à cause de l'indépendance, mais je n'oublierai jamais vos débuts en journalisme, puisque j'étais à l'Express et que on m'avait immédiatement, on avait à l'Express des couvertures. Vous savez, chaque journaliste avait une couverture. Alors c'était Catherine Ney qui couvrait, comme on dit, la droite. Mon ami Irène Allier qui couvrait le centre et moi qui couvrais la gauche. Donc c'était à cette occasion que je l'avais rencontré. Oui. Donc c'était un mot affectueux, touchant. C'était un mot de quelqu'un qui savait qu'il allait mourir. Alors bon, voilà, c'était. Et puis après une période où effectivement d'extrême tension, voilà. Mais je l'ai retrouvé après, donc il ne figure pas dans le livre. Alors à propos des derniers grands, je voulais dire aussi que parce que j'ai entendu un auteur de biographie dire l'autre jour, mais enfin, et alors De Gaulle, c'était pas un grand. Alors je signale que mon premier livre était le premier tome porté évidemment sur De Gaulle, voilà. Et sur Pompidou d'ailleurs. Les derniers grands, après. Il n'y en a plus. Après, il n'y en a plus. On espère qu'il y en aura. On espère que ça naîtra. Mais il n'y en a pas eu. Que quelqu'un peut incarner. Enfin, on a un grand problème d'incarnation, c'est le moins qu'on puisse dire, aujourd'hui. Merci. Michel Cotta, Les derniers grands, est publié chez Plon. C'est passionnant. C'est un régal à lire. Lisez ce livre. Merci beaucoup, Michel Cotta, d'avoir été avec nous.